Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Dans cet épisode, nous partons pour Versailles, entre amour et rivalité au cœur du pouvoir, pour rencontrer Madame de Maintenon, l'épouse cachée de Louis XIV. Au cœur de l'histoire. Si dans vos bras je ressentais moins de bonheur, sire, je n'en éprouverais pas tant de honte. Je ne suis pas maîtresse des sentiments qui me portent vers vous, mais je n'ignore pas à quel point j'offense Dieu. Sire, je sais quel mépris vous avez pour les prudes. Et la crainte de vous déplaire augmente encore mon chagrin. Je n'aime pas les prudes, en effet. Mais je ne hais pas les femmes sages. Du moins, n'ai-je pas l'occasion d'en être lassé dans ce pays? Je n'étais pas parfaitement sincère dans mes plaintes. Ce n'était pas tant la honte du péché qui m'affligeait que celle de figurer dans un rang médiocre sur une liste un peu longue de galanterie royale. C'était un téléfilm de Nina Companèse, en 4 parties en 1995, qui portait à l'écran le roman de Françoise Chandernagor, L'Allée du Roi. On a reconnu la voix de Dominique Blanc. Madame de Maintenon, c'est ce personnage extraordinaire de l'histoire de France, morte il y a 300 ans, en 1719. Une exposition à Versailles, précisément dans son appartement, nous donne l'occasion de revenir sur ce destin tout à fait particulier, exceptionnel pourrait-on dire. Une première dame, une reine, mais cachée. La reine de cœur peut-être, celle que l'on ne montre pas mais que l'on garde comme un atout final, celle qui va accompagner Louis XIV dans les années vieillissantes. Nous allons revenir sur l'histoire de ce personnage qui n'a pas seulement été une femme de cœur, mais aussi une femme de tête. Et c'est cette femme, Madame de Maintenon, que je vous invite à suivre avec moi dans les allées de Versailles. Notre histoire commence au soir du 9 octobre 1683. On ne sait pas exactement où se situe la scène que je vais vous raconter. Mais à l'évidence, elle se tient à Versailles, sans doute dans un des salons ou une des antichambres, près de l'appartement du roi. Dans cette salle, seules quelques personnalités ont été admises. Celui qui va officier est l'archevêque de Paris. Harlay de Champvallon, il est aussi archevêque de Versailles. Se tient là Alexandre Bontemps, le premier valet de chambre du roi. Celui qui a la plus grande proximité avec le souverain, celui qui a organisé la cérémonie qui s'apprête à avoir lieu, qui a réuni toutes les personnalités afin que l'événement puisse se dérouler. Il est aussi l'intendant du château de Versailles. À ses côtés, vraisemblablement, le Père Lachaise, le confesseur du roi. Et puis, un politique, dont le témoignage sera sans doute très important, Louvois, c'est le secrétaire à la guerre. Madame de Maintenon est là. Elle a un de ses amis, le marquis de Montchevreuil, qui se tient près d'elle. Aucun membre de la famille du roi ou de la famille de Madame de Maintenon ne se trouve là. Ce sont ces quelques personnages qui vont, en un temps vraisemblablement très court, peut-être une dizaine de minutes, nouer un lien fondamental pour le royaume de France. Le mariage secret de Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, avec Louis XIV, celui que nous appelons le roi Soleil. Si nous connaissons ce mariage, ce n'est pas parce que les témoins en ont parlé. Certains l'ont peut-être évoqué, et notamment l'une d'entre eux, Madame de Maintenon. Elle écrit le 11 octobre, le lendemain, à Madame de Brinon qu'un grand changement est survenu, mais elle en garde le secret avant peut-être de pouvoir l'annoncer à son ami. Écoutez les mots tirés de cette correspondance. Ils disent, comment dirais-je, l'ardeur contenue et la joie soutenue. Je meurs d'envie de vous voir, mais je ne puis vous dire quand ce sera. Je n'ai pas encore eu le temps de me reconnaître. Une autre lettre, écrite par l'évêque de Chartres au roi, plus tardive celle-là, de 1697-1698, est sans ambiguïté. Elle montre à quel point Madame de Maintenon est l'épouse officielle du souverain, même si personne ne le dit et si rien n'est officiel. Sire, vous avez une excellente compagne, pleine de l'esprit de Dieu et de discernement, et dont la tendresse, la sensibilité, la fidélité pour vous sont sans égal. On ne peut vous aimer plus tendrement ni plus respectueusement qu'elle. Elle ne vous trompera jamais si elle n'est elle-même trompée.
Il paraît bien visiblement que le ciel a voulu vous donner une aide semblable à vous au milieu de cette troupe d'hommes intéressés et trompeurs qui vous font la cour, en vous accordant une femme qui ressemble à la femme forte de l'Écriture, occupée de la gloire et du salut de son époux et de toutes sortes de bonnes œuvres. Le mariage a donc bien eu lieu et il a totalement modifié le statut de Madame de Maintenon. Ce mariage ne sera consigné dans nulle archive officielle. Si le roi l'a voulu, c'est sans doute parce que parvenu au soir de sa vie, ayant perdu sa femme, il voulait pour des raisons morales et spirituelles régulariser sa liaison. Mais qui est cette Madame de Maintenon qui a réussi à conquérir le cœur de Louis XIV et à s'en faire un monopole ? Il nous faut revenir sur son parcours, remonter à sa petite enfance, à sa jeunesse, et voir quel a été l'itinéraire singulier de la dernière épouse de Louis XIV. Madame de Maintenon a porté un autre nom quand elle était enfant. Elle est née d'Aubigné, Françoise d'Aubigné. Elle est la petite-fille d'un compagnon d'armes d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné, un homme de lettres d'ailleurs. Son père, Constant, a sans doute été converti au catholicisme. Et donc, Françoise aurait été baptisée à sa naissance le 28 novembre 1635 à Niort. Elle naît dans l'enceinte d'une prison, car son père avait vidé la fortune familiale, il s'était surendetté, et ne pouvant rembourser, il était donc détenu. Si bien qu'elle va être élevée par sa tante, Artémise de Villette, la sœur de Constant d'Agrippa, son père, la fille du grand Agrippa d'Aubigné. Elle vit ainsi avec elle au château de Murset. Artémise est restée protestante et tout son entourage appartient plus ou moins à la religion réformée. En 1644 survient un grand changement dans la vie de la petite Françoise. Son père, sorti de prison, a décidé de se lancer dans un grand investissement en partant tenter de faire fortune outre-mer. Il emmène donc la famille aux Antilles. C'est de là qu'elle tirera son surnom de belle indienne dans les milieux parisiens. Mais l'épisode antillais ne va pas durer très longtemps. Leur père repart en 1647 parce qu'il a des revers de fortune et sur le chemin du retour, il meurt. Françoise a 12 ans, elle est très pauvre, elle est aussi rentrée en France. Avec sa mère, on écrira qu'elle a dû mendier son pain dans les rues de La Rochelle pour survivre. Si bien que c'est à nouveau l'intervention d'Artémise de Villette qui va la sauver et qui va la ramener au château de Murset en la maintenant toujours dans ce milieu protestant rigoriste. Mais une personnalité va changer sa vie. C'est sa marraine. Madame de Neuillan. C'est une fervente catholique. Elle veut donc arracher la petite à ce milieu qu'elle trouve défavorable pour son âme. Et elle obtient d'Anne d'Autriche une lettre de cachet pour pouvoir placer la petite Françoise dans un couvent des Ursulines à Niort et ensuite pour la placer à Paris, rue Saint-Jacques, toujours dans le même ordre des Ursulines vers 1649. Madame de Neuillan n'est pas très généreuse, elle est même, disons-le, un peu avare. Son idée est de parvenir à marier sa pupille pour s'en débarrasser, mais cela lui pose un problème car il faudrait lui fournir une dot. Donc, pourquoi ne pas essayer de la faire rentrer dans les ordres ? Mais la petite Françoise résiste. Elle réside dans un hôtel non loin de celui d'une personnalité à laquelle elle va être présentée, Paul Scarron. Paul Scarron, c'est sans doute le poète burlesque le plus célèbre de son temps. C'est un esprit très en vue, extrêmement généreux, mais il a un physique assez disgracieux. On le dit contrefait, c'est-à-dire bossu, on le dit petit, et on le dit même boiteux. Scarron, par ailleurs, s'est impliqué en politique. Il a été favorable à la Fronde contre le roi Louis XIV et vit dans une semi-disgrâce. Si bien que Scarron a le projet éventuellement de partir pour l'Amérique. Quand on l'avertit qu'il y a une jeune fille qui a séjourné, sans hésiter, le poète demande à la rencontrer pour se faire une idée de ces îles où il rêve d'aller finir peut-être ses jours. C'est ainsi qu'il va rencontrer Françoise d'Aubigné. Scarron a laissé une lettre où il raconte à quoi ressemblait la petite Françoise et l'impression qu'elle lui a faite lors de leur première rencontre. C'est une lettre qui date de 1652. Je m'étais toujours bien douté que cette petite fille que je vis entrer dans ma chambre avec une robe trop courte et qui se mit à pleurer, je ne sais pas bien pourquoi, était aussi spirituelle qu'elle en avait la mine.
Pour vous dire vrai, je n'aurais jamais cru que dans les îles de l'Amérique ou chez les religieuses de Niort, on apprit à faire de belles lettres. Et je ne puis bien m'imaginer pour quelle raison vous avez apporté autant de soin à cacher votre esprit que chacun en a de montrer le sien. Tout à fait séduit par la jeune fille, Scarron va donc proposer à Madame de Neuillan une solution qui peut satisfaire tout le monde. Il propose d'épouser Françoise d'Aubigné et de lui apporter sa dot. Donc, la marraine sera comblée par la richesse et la jeune fille échappera au couvent pour lequel elle n'avait aucun appétit. Commence alors une nouvelle vie pour Françoise. Elle va rencontrer le tout Paris et elle se tient avec un personnage qui est considéré comme un des libertins du XVIIe siècle, comme une personnalité capable d'avoir des relations amoureuses en dépit de son corps contrefait. Scarron, en tous les cas, avec Françoise, n'hésite pas à glisser quelques coquineries dans sa correspondance. En voici une de 1652, tandis que Françoise est malade, il lui envoie ce petit poème qui laisse rêveur. Tandis que la cuisse est tendue, dans un lit toute nu, vous reposez votre corps blanc et gras entre deux sales draps. Moi, malheureux pauvre homme, sans pouvoir faire un somme, entre mes draps qui sont sales aussi, je veille en grand souci. Madame d'Aubigné devient Madame Scarron et elle va animer le salon de ce personnage qui reçoit le tout Paris. C'est ainsi qu'elle rencontre une des femmes de lettres les plus importantes de son temps, Ninon de L'Enclos. Plus tard, elle sera liée aussi à Madame de Sévigné. Au fond, se déroule chez Scarron une sorte d'éducation intellectuelle et d'éducation au jeu de la langue et de la cour. Elle apprend à penser son temps, à analyser les grands problèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou les affaires des États. Scarron, malheureusement, meurt en 1660. Dans son testament, il tient à préciser qu'il n'a pas touché son épouse. Bien sûr, il l'a formée, mais pour Françoise d'Aubigné, la situation est difficile. Elle est Madame Scarron, et elle se rend compte que peut-être elle doit s'écarter du monde, se retirer. C'est ainsi qu'elle décide de revenir aux Ursulines, non pas comme nonne, mais comme résidente. Au couvent, elle croit qu'elle va finalement être oubliée de ses amis et de ce monde parisien qui était si attaché à la parole de Scarron. Mais elle se trompe. En quelques semaines, en quelques mois, elle se rend compte que ses visiteurs se font plus nombreux. Au fond, certains d'entre eux ne venaient pas pour Scarron, mais venaient bien pour elle. Et c'est ainsi qu'elle a son petit monde, à elle, qui gravite autour de sa personnalité et qui finit par lui donner envie de revenir à Paris. Ce monde-là est aussi celui des courtisans et des courtisanes, qui voyagent entre Paris et Versailles. Parmi ces personnalités, il en est une qui se lie d'une relation au départ relativement distante avec Françoise d'Aubigné, c'est Madame de Montespan. Madame de Montespan vit encore avec son mari à cette époque. Mais en 1666, elle rencontre le roi Louis XIV, dont le cœur est encore épris par Louise de La Vallière. À partir de 1668, en revanche, on voit que l'étoile de la Montespan est montée. Enfin, en 1670, elle a le monopole du cœur de Louis XIV pour quelque temps, nous allons le voir. De leurs relations vont évidemment naître des enfants. Que faire de ces bâtards royaux ? Il faut leur donner une éducation. C'est alors que la Montespan a une idée. Et si elle demandait à Madame Scarron d'éduquer ses enfants, puisqu'elle a été préceptrice des enfants de leur amie commune, Madame d'Audicourt. Bientôt, Françoise d'Aubigné, Madame Scarron, se retrouve avec la charge des bâtards royaux, c'est-à-dire s'occupe du fils du roi, le duc du Maine, puis de ses frères. Mais la petite Françoise a elle aussi de grandes ambitions. Alors qu'elle s'occupe des enfants royaux, elle demande et obtient de Louis XIV des gratifications exceptionnelles. Plusieurs fois, il lui fait don de 100 000 livres. Et avec cet argent, elle va pouvoir acheter une terre qui permet d'acquérir un nom plus important, un nom noble. Elle était née Françoise d'Aubigné, petite protestante. Elle a épousé M. Scarron, poète burlesque, un peu libertin. En achetant la terre de Maintenon, elle va pouvoir prendre un nouveau titre. Et c'est le roi qui va lui permettre d'acquérir cette position et ce nom plus brillant, en l'appelant de lui-même, un jour de 1674, Madame de Maintenon.
Madame de Maintenon est donc l'éducatrice des enfants royaux, mais sa progression montre la faveur et la confiance dans laquelle le roi la tenait. Au même moment, l'étoile de la Montespan semble pâlir. Déjà, quelques ecclésiastiques, comme Boileau, critiquent le double adultère royal. Et le double adultère, cela signifie que Madame de Montespan fait un adultère, mais le roi aussi, en trompant la reine. Ils veulent y mettre de l'ordre. En 1675, il y a donc une première rupture entre le roi et Madame de Montespan. Et à cette occasion, on peut dire que la tension était déjà forte entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan. Voici comment Madame de Maintenon écrivait à une de ses amies la situation dans laquelle elle se trouvait, tant la Montespan faisait exprès de la rabaisser et de la traiter en servante. Il se passe ici des choses terribles entre Madame de Montespan et moi. Le roi en fut témoin hier, et ces procédés-là, joints aux maux continuels de ses enfants, me mettent dans un état que je ne pourrais soutenir longtemps. La rivalité entre les deux femmes est donc extrême. À partir de 1676, la Montespan est revenue à Versailles, et la Maintenon est toujours là. Louis XIV doit d'ailleurs trouver une solution pour pouvoir loger Madame de Maintenon à Versailles, afin qu'elle puisse s'occuper des enfants royaux, même si elle ne veut pas s'occuper de ceux qui sont nés après 1676. Il va finalement, en septembre 1679, lui trouver une charge de deuxième dame d'atour de la Dauphine qui lui permet d'avoir un appartement au sein de ce gigantesque complexe palatial qu'est Versailles. Cet appartement, elle va le garder jusqu'en 1715, c'est d'ailleurs le lieu où se tient l'exposition. Cet appartement est au premier étage, exactement de l'autre côté de la cour, par rapport à celui de Madame de Montespan. Son vis-à-vis est donc sa concurrente. Madame de Sévigné et une partie de la cour s'amusera de ces détails. Mais au fil du temps, le lien se rapproche entre le roi et Madame de Maintenon, au point que Madame de Sévigné écrira qu'à partir de 1680, Madame de Maintenon a gagné un autre surnom à la cour. On l'appelle Madame de Maintenant. En gros, elle est la femme de l'heure. Mais une femme de l'heure qui va durer dans le temps. Car le 30 juillet 1683, la reine meurt. Cela permet de rendre officielle la liaison entre Louis XIV et Madame de Maintenon. Une liaison avec une pression, on l'a vu, une pression spirituelle et religieuse, qui pousse finalement le roi à décider cette même année d'épouser Françoise d'Aubigné, ex-épouse Caron, désormais épouse secrète du roi Louis XIV. La place de Madame de Maintenon est unique dans le monde. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. C'était Madame de Sévigné, écrivant à sa fille le 27 septembre 1684 et laissant donc entendre qu'elle savait très bien que le roi et Madame de Maintenon étaient désormais mari et femme. Le statut de Madame de Maintenon change. Elle est reine dans son appartement. C'est là que le roi se rend généralement le soir et y travaille jusque tard avec des ministres, un ou deux selon les jours. Madame de Maintenon est là, elle entend tout, elle voit tout, elle fait ses analyses que nous reflète sa correspondance, évoquant des affaires royales. Elle est assise en présence du roi dans un fauteuil. Et cela est l'indicateur que toute la cour comprend. Car même quand la famille royale vient dans l'appartement, seule une personne a le droit d'être assise sur un fauteuil à l'image du roi, c'est la reine. Tous les autres n'ont que de simples chaises, d'autres encore des tabourets, et enfin les moins gradés, les moins célèbres, restent debout. Cela signifie que Madame de Maintenon est officieusement, la reine de France. Et cela implique aussi qu'elle respecte ses devoirs conjugaux. Or, en vieillissant, l'ardeur du roi la rebute. Elle s'en est ouverte à Godet des Marais, l'évêque de Chartres qui est son confident, et ce dernier lui a répondu qu'elle devait à tout prix respecter ses obligations conjugales. C'est de cela qu'il est question quand il évoque les occasions pénibles. Je prie pour ma chère fille plus instamment que jamais. Je demande à Dieu
qu'elle ne succombe pas dans les occasions pénibles qu'elle m'a marquées dans une de ses redditions. C'est une grande pureté de préserver celui qui lui est confié des impuretés et des scandales où il pourrait tomber. C'est en même temps un acte de patience, de soumission, de justice et de charité. Il faut cependant, malgré cette inclination, rentrer dans la suggestion que sa vocation lui prescrit. Il faut servir d'asile à un homme faible qui se perdrait sans cela. Il faut qu'elle l'aide à marcher comme Élisabeth et Zacharie dans toutes les justifications du Seigneur. Quelle grâce d'être l'instrument des conseils de Dieu et de faire par pure vertu ce que tant d'autres femmes font sans mérite ou par passion. Proximité de cœur, proximité intellectuelle, proximité physique, on l'aura compris. Mais tout cela donne-t-il véritablement un pouvoir politique à Madame de Maintenon, comme on l'a souvent dit? Est-ce qu'elle a vraiment gouverné la France ou est-ce qu'au fond, ces questions-là étaient relativement secondaires pour elle? Deux points doivent être distingués. Bien sûr, Madame de Maintenon a nommé des proches, a nommé sa famille, elle a soutenu certains secrétaires à la guerre. Elle a donc, à ce titre, exercé une influence sur les nominations. Mais dans la grande politique, celle de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 ou celle du Code noir, quelle a été sa place? Du Code noir, il n'est jamais question dans sa correspondance, alors même qu'elle a vécu aux Antilles en étant enfant et qu'elle a pu être confrontée à la situation des esclaves. Sur la révocation de l'édit de Nantes, la situation est encore plus complexe, rappelez-vous. Elle était protestante et d'une grande famille militaire protestante, celle d'Agrippa d'Aubigné. Or, elle ne dit pratiquement rien au moment où est adoptée la révocation de l'édit de Nantes. C'est seulement quelques mois plus tard, en 1686, qu'elle va rédiger un mémoire pour défendre, ou plutôt pour empêcher qu'on en revienne sur la révocation. Elle fera un mémoire en 6 points, dont le principal est qu'au fond, le roi ne peut pas revenir sur une politique qui lui a demandé tant d'efforts et dans laquelle il s'est engagé avec tant de volonté. Donc en somme, la Maintenon veut maintenir la révocation de l'édit de Nantes et elle ne va pas défendre ses anciens coreligionnaires. Cette même année d'ailleurs, elle crée la maison royale de Saint-Louis, un pensionnat pour jeunes filles, situé à Saint-Cyr, dans l'actuelle commune de Saint-Cyr-l'École. Pour le roi Louis XIV, ce sera l'occasion de permettre à des jeunes filles de la noblesse d'être bien éduquées. Si Madame de Maintenon y a tant tenu, c'est parce que vous vous en souvenez, elle-même, comme jeune fille de la noblesse, elle avait été soumise à des situations d'une rudesse et d'une pauvreté qui faisaient qu'elle voulait désormais porter secours à celles qui avaient pu traverser comme elle des moments difficiles. Donc les jeunes filles de la noblesse en difficulté trouveront chez elle un secours dans ce pensionnat dont l'objectif initial est de les former, de les éduquer à la lecture et aux arts de la table, aux arts de la maison, afin qu'elles puissent trouver un mari. La modernité de la pensée de Madame de Maintenon se révèle dans les exercices de théâtre qu'elle va entreprendre pour ces jeunes pensionnaires. Elle commande à Jean Racine 2 pièces, Esther et Athalie, qui vont même être présentées à la cour. Cela fera d'ailleurs qu'un certain nombre de courtisans verront dans la maison de Saint-Cyr un lieu pour éventuellement trouver de nouvelles grâces et de nouvelles distractions. Si bien que progressivement, face au raidissement spirituel des années 90 et face à la tentation libertine des gens de la cour, Madame de Maintenon va transformer Saint-Cyr en quelque chose de beaucoup plus strict qui se rapproche d'un couvent. À près de 60 ans, Madame de Maintenon vit désormais avec le roi comme vivraient 2 bourgeois. Ils passent de longues soirées à discuter. La cour, de son côté, vomit la favorite qui a établi une sorte de monopole sur les réseaux versaillais. Les pamphlets pleuvent. Louis XIV, roi vieillissant, commence à être critiqué. Elle-même, Madame de Maintenon, semble être le reflet d'une gloire passée. En 1715, le roi malade meurt et avec lui, c'est tout un siècle qui s'éteint. Madame de Maintenon se retire à Saint-Cyr. Elle ne prendra plus part aux grandes célébrations du royaume. Une fois pourtant, en 1717, elle reçoit une visite étonnante. C'est Pierre le Grand, l'empereur de Russie, qui a demandé à la voir. À travers elle, il espère ressentir et retrouver un peu de la gloire passée du roi Soleil. Mais cette visite ne racontera rien, elle ne dira rien. Madame de Maintenon
Restera à regarder plutôt qu'à écouter Pierre le Grand, dont le traducteur peine à restituer les phrases du tsar. Et puis, à quelque temps de là, Madame de Maintenon va décider de brûler toutes ses lettres. Quand elle s'éteint, en 1719, une phrase va être citée par une de ses suivantes. Et elle mérite toute notre attention. « Laissons de nous le moins que nous pourrons. » Et elle ajoutera « Me voilà hors d'état de prouver que j'ai été bien avec le roi. » En détruisant son courrier, Madame de Maintenon exerçait son droit à l'oubli. Cette émission a bénéficié d'un catalogue exceptionnel, celui de l'exposition sur Madame de Maintenon. Il a été réalisé par Mathieu Davignat et Alexandre Maral, Madame de Maintenon dans les allées du pouvoir, et il est publié aux éditions Azan. Mes remerciements vont aussi à Catherine Pégard, présidente du Domaine de Versailles, ainsi qu'à Aurélie Gevrey-Dubois. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.